l'heure de votre journal. Yarana, bienvenue. Voici les titres que nous allons développer. Le conseil d'administration de la mission catholique de Tahiti a-t-il falsifié des témoignages pour détenir les îles Actéon? L'enquête se précise. 3 personnes ont été placées en garde à vue et seront convoquées par un juge d'instruction. 421 sauvetages en mer ont été réalisés l'an dernier. C'est beaucoup trop. Le non-respect des règles élémentaires est souvent la principale raison des accidents. La ville de Haroué, toujours opposée au projet du groupe City, le New Thara pourrait assécher les nappes phréatiques et priver les habitants d'eau potable. Les promoteurs démentent et assurent que les besoins peuvent être supportés. Les Jeux Olympiques dans les yeux des enfants. À Papeete, pinceau à la main, ils mettent des couleurs sur un mur pour raconter les épreuves de surf. Pour en parler ce soir, nous recevons une membre du comité d'organisation des Jeux, Barbara Martins-Nio, nous dira aussi comment se déroulent les préparations. Elle est notre invitée ce soir. Mais d'abord, nouveau drame ce matin dans un quartier de Pamatay. Un homme d'une quarantaine d'années a été mortellement agressé à l'arme blanche à cause d'un problème de bruit de 2 roues. Les faits se sont déroulés un peu avant 7 heures. Le meurtrier présumé et la victime se connaissaient. L'agresseur était suivi pour des troubles du comportement et il y avait une rupture du suivi psychiatrique. Il a été interpellé par les gendarmes juste après le drame. Les habitants sont sous le choc. L'homme qui a perdu la vie avait 4 enfants. La garde à vue du meurtrier présumé a été levée à 17h30 et il a été admis en service psychiatrique. Près d'un an après l'affaire dite des îles Actéon refait surface, le vicaire général de l'archidiocèse de Papeete, le père Joël Oméran, un bénévole du Kamika, et le notaire Philippe Clémencé ont été placés en garde à vue la semaine dernière. Nous apprenait le journal Le Parisien. Plusieurs autres témoins ont été entendus, dont le père Cotenso. Il veut que la lumière soit faite et que la justice suive son cours. Les revendiquants, eux, se disent soulagés. Les explications d'Inacio Raveino et Patrick Sing Sing. Les voici, les atolls concernés par l'acte de notoriété acquisitive rédigé au profit du Kamika. Après en avoir pris connaissance, le pays formule une plainte auprès du procureur et une enquête a été ouverte. De son côté, le président du conseil d'administration de la mission catholique, Monseigneur Cotenso, dit découvrir cette affaire. Simplement, ce que je sais, c'est que j'ai répondu aux questions qui m'étaient posées et qui m'ont permis de découvrir le dossier que j'ignorais. Et je suis reparti. Aucune charge n'a été retenue contre moi, ni à titre personnel, ni au titre de président du Kamika. Mais le pays saisit d'abord le tribunal foncier d'une action d'annulation de l'acte. Les revendiquants étaient invités à se faire connaître. Aujourd'hui, ceux-ci sont aux aguets concernant le volet pénal de cette affaire. Ils ont même monté une association Titainui, présidée par Rangai Tane Tevayora. J'étais à Rio et c'est là que j'ai demandé aux gens de Rio leurs papiers qu'on avait fait arnaquer avec l'autre tête, Père Victor. Alors il n'y a pas de définitivement à qui. Les personnes comme ça, des religieux, ils savent à qui il faut adresser puis à faire des arnaques. Le Père Victor, dont le buste trône à l'archevêché de Papeete, représentait l'Église catholique dans les 2 SCI à qui le pays avait cédé la propriété de ces 7 atolls. Celle-ci devait permettre aux descendants des habitants de Tematangui de développer l'activité agricole sur leurs terres. Toujours selon le Parisien, les 3 hommes doivent être prochainement convoqués devant le juge d'instruction en vue d'être mis en examen. Depuis juillet 2022, une information judiciaire est ouverte pour escroquerie aggravée, faux en écriture authentique et usage, fausse attestation et usage. Prenez la mer, mais pas les risques. Les mots du commandant des forces armées de Polynésie ce matin lors du bilan de l'action de l'État en mer pour 2022. Un slogan qui ne semble toujours pas avoir été mémorisé par les usagers, car l'an dernier, il y a eu 61 opérations de sauvetage de plus par rapport à 2021 et 8 décès supplémentaires. Mais l'action de l'État en mer, c'est aussi empêcher la pêche illégale ou surveiller la ZEE. Les détails avec Natacha Silagi et Hubert Liao. Sans eux, les morts se compteraient à l'appel sur l'eau. Plus de 400 opérations de sauvetage ont eu lieu l'an dernier grâce au JRCC. L'armée au service aussi de la protection des ressources marines. Plus de 170 navires de pêche étrangers ont été survolés dans la ZEE. Près de 500 ont été suivis de près et parfois contrôlés. Et sur les 2600 mouvements de navires suspects, aucune pêche illégale n'a été constatée.
Et il n'y a pas eu de cas de pêche illégale détecté depuis 10 ans. Pourquoi ? Parce que nous avons un contrôle par satellite, que tous les navires sont équipés de balises, que nous la surveillons régulièrement et qu'en plus nous travaillons avec nos voisins pour les former à la lutte contre la pêche illégale de manière à éloigner le danger. 3 actions de dépollution l'an dernier sur des récifs comme avec ce palangrier asiatique, mais aucune en mer depuis 2019 lorsqu'un tonnier chinois avait dégazé au large d'Aroué avant de devoir s'acquitter d'une amende de 35 millions. En revanche, une belle prise sur un voilier. 900 bateaux de plaisance ont été sous surveillance l'an dernier. L'un d'entre eux a été pris en flagrant délit avec plus de 400 kilos d'ice à bord. Une bonne opération pour décourager les transporteurs en puissance. D'abord parce que ça envoie un signal. Les navires qui passent chez nous, on les attrape. Et puis parce que c'est un travail qui s'est mené en coordination avec toutes les administrations. En premier lieu la douane, la marine avec un avion et un bateau. Et puis la vedette de la police aux frontières également pour la prise finale à Papeete. 420 kilos de cocaïne. 260 personnes ont pu être sauvées sur l'eau en 2022. En urgence, sur des bateaux de croisière, mais surtout sur de petites embarcations qui n'étaient malheureusement pas toujours équipées de balises de détresse et de VHF. Les passagers d'un Potimarara viennent justement d'être sauvés grâce à ces équipements. Ils dérivaient entre Sili et Mopelia en septembre dernier. Et sachez que l'État prévoit, en collaboration avec l'Ifremer, de continuer l'exploration minière des fonds marins en 2023. Pas d'exploitation sur recommandation du président de la République, mais une exploration de plus en plus poussée. Le Newtara a-t-il sa place à Aroué? Oui, répondent les promoteurs évidemment. Non, dit la commune et une partie des habitants. La ville qui refuse de faire face à une pénurie d'eau. Le groupe City dément et affirme que les besoins sont estimés à 900 mètres cubes par jour. Les explications d'Ismaël Tahiata et Teva Luvra. De l'or bleu à Aroué, il y en a. Et il coule abondamment. Mais pour combien de temps encore? Bora Bora, le berceau des hôtels de luxe, une île où Jackie a vécu longtemps. Là-bas, il y a 2 stations de désalinisation, la preuve que la réserve d'eau douce est épuisée. Pourquoi? Parce que le nombre d'habitants a augmenté? Du tout. C'est parce que l'activité touristique haut de gamme fait que celui qui paye beaucoup d'argent a des exigences que la fourniture de l'eau, la fourniture de repas à 11h du soir, la femme de service à 1h du matin, c'est du 3-8. Tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas lui servir une serviette qui a été utilisée. Ça veut dire que les machines vont continuer à tourner. 900 mètres cubes d'eau pour l'hôtel New Tahara. Pour Jackie Brion, c'est trop. Le groupe City se base sur le rapport d'Egis. Pour lui, ce n'est pas grand-chose. En 2021, la commune d'Aroué a produit plus de 3 700 000 mètres cubes d'eau, pour une consommation d'un peu plus de 2 millions de mètres cubes. En vérité, sur les 3 millions, ce qui reste au delta d'1 630 000 mètres cubes globalement, et que la production, en tout cas les besoins de l'eau du projet Tara est de 900 mètres cubes qui est indiqué dans l'étude d'impact. 900 mètres cubes jour, multiplié par 365 jours, ça fait environ 363 000 mètres cubes, me semble-t-il. Sur les 1 630 000 qui restent, il y a encore 1 300 000 mètres cubes qui circulent. On va se retrouver par jour 90 camions citernes de 10 000 litres par jour. Tu multiplies par 365 jours et tu verras la comparaison que la réserve va très vite perdre de sa notion fondamentale. C'est qu'on préserve la ressource. C'est qu'on veille à ce que cette ressource-là ne rentre pas dans un processus où on va se retrouver avec plus rien du tout. Comment dirais-je, convaincu qu'en vérité, il n'y a pas de vrai problème d'eau. Et on invite M. Brion et la commune de Aroué à se joindre à nous pour qu'on puisse ensemble œuvrer dans le bon sens et comprendre également les inquiétudes de la commune, voir comment on peut, je ne veux pas dire réaménager le projet, mais ensemble travailler main dans la main. Le permis de construire de l'hôtel New Tahara est toujours en cours. La construction de celui-ci devrait durer près de 5 ans.
C'est l'un des grands rendez-vous des Jeux Olympiques de Paris 2024, la vague de Teahupo'o. L'épreuve de surf organisée à Tahiti suscite l'engouement des plus jeunes, notamment des élèves de l'école de Taimoana de Patutoa, labellisée Génération 2024 Or. Parmi les projets qui leur permettent de vivre l'aventure olympique, la confection d'une fresque murale. Reportage Sibel Plichard, Lorenzo Marama et Jérôme Lee. L'art au service du sport, le sport au service de l'art. La vague de Teahupo'o inspire les créatifs, à commencer par les enfants. Sur le mur de leur école, des symboles forts. Le premier, c'est la vague de Teahupo'o, la pirogue double, les tatouages et la tiare Tahiti. C'est parce qu'on va nous voir à la télé et on a tous envie de passer à la télé. C'est difficile? Oui. Qu'est-ce qui est vraiment difficile? De rester au soleil et de peindre. C'est haut et c'est dur surtout. Qu'est-ce que tu en penses de tous ces symboles qui ont été dessinés, la pirogue? J'en pense que ça a été un très bon choix parce que j'aime bien. On va prendre du rouge et on va aller sur le orange avec le pinceau, ok? J'ai mon pinceau rouge et je viens un peu sur le orange. Avec l'artiste Pierre Moutahi, pas question de faire dans la facilité. Chaque étape demande concentration et technique. Qu'est-ce qui les caractérise? C'est plutôt cette envie d'apporter leur touche personnelle. Et je sais que parmi les élèves, j'ai pu remarquer des élèves qui ont cette âme d'artiste. Et moi, ça me fait plaisir parce que c'est la relève ici. On voit du potentiel à travers ces différentes classes. 9 classes travaillent sur ce projet depuis 5 mois. Les élèves ont débuté avec le fusain et les pochoirs avant de s'attaquer à ce plan vertical. Ils sont heureux. D'ailleurs, on n'a commencé que lundi, mais ils sont allés tellement vite hier que du coup, c'est déjà bien avancé. Alors, il faut savoir qu'il y a 9 classes qui sont 3 classes de CM1, 3 classes de CP, 3 classes de CE1, soit à peu près 200 élèves, y compris nos élèves du LIS, donc porteurs de handicap, et aussi certains élèves de l'UEA, donc les autistes. La fresque sera inaugurée le 30 mars à l'occasion de la Semaine olympique. Reproduite en photo, elle pourrait voyager jusqu'au JO de Paris. Et des Jeux Olympiques, on en parle avec vous, Barbara Martin-Sunio, Yorana. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Alors, est-ce que ces œuvres seront exposées à Paris ? Alors, elles vont voyager à Paris, c'est certain. Il y a des œuvres au niveau artistique. Il y a aussi des œuvres musicales, avec notamment un chant fédérateur qui a été pensé par une professeure d'école et qui représenté par des élèves et qui, eux, vont voyager à Paris pour de vrai, pour aller présenter leur chant, le faire entendre à la métropole. Et ces enfants-là, bien évidemment, on va être très heureux en 2024 de les garder en Polynésie pour qu'ils puissent rayonner sur la culture polynésienne et accueillir ainsi le monde entier à Teahupo'o. Il s'agit des élèves d'une école de Tiaray. Alors au niveau du timing, est-ce qu'on est dans les temps au niveau de l'organisation? Des travaux doivent démarrer, il s'agit notamment de la pointe Riri à Teahupo'o, la base arrière de la compétition. Est-ce que les travaux ont commencé? Alors les travaux n'ont pas forcément commencé. Il faut savoir qu'effectivement aujourd'hui, Paris 2024, c'est un accélérateur des différents travaux. La pointe Riri est un des points névralgiques effectivement des Jeux Olympiques, il n'est pas le seul. Et puis on va phaser les travaux, c'est-à-dire qu'en fonction de l'utilisation qu'on fait des différents sites, on va être en capacité aujourd'hui d'avoir un phasage avec des travaux qui seront 100% finalisés pour les Jeux et puis des travaux qui seront finalisés après les Jeux. Mais ce qui est clair, c'est que seront en rendez-vous tous les travaux nécessaires pour les Jeux, effectivement. Et les travaux démarreront les travaux démarrent en trimestre 2023 avec la pointe Riri, avec la marina de Teahupo'o, avec la passerelle sur Teahupo'o également, avec effectivement la construction aussi de structures temporaires qui seront mises en place pour les Jeux et démontées après les Jeux. Et où en est la réhabilitation de l'hôtel de Punui qui doit loger les athlètes? Alors, la réhabilitation de l'hôtel Punui aujourd'hui, elle a été
elle est soumise à financement des banques. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un arrêt, entre guillemets, de ces financements, en tout cas une incertitude. Donc le comité d'organisation et le pays ont travaillé sur des plans B depuis déjà de nombreux mois pour être prêts potentiellement à faire appel à une autre solution d'hébergement pour les athlètes. Donc on est aujourd'hui sur des scénarios qui sont différents et on est en capacité très rapidement de déployer un scénario B, j'allais dire, pour pouvoir faire face au fait que les travaux de l'hôtel Punu n'aient pas commencé en temps et en heure. On pense aux pensions de famille, notamment justement sur l'aspect financier. Ces travaux, le coût de ces travaux est estimé environ à 3 milliards de francs pacifiques avec un cofinancement de l'État. Les Polynésiens, est-ce qu'ils peuvent s'assurer de pouvoir... Est-ce qu'ils profiteront réellement de l'événement au travers des Jeux? Alors, de façon très concrète, oui, et 1000 fois oui. De façon très concrète, ça se traduit comment? Ça se traduit à travers la contractualisation des hébergements sur Te Aupo. Donc on contractualise auprès des riverains pour pouvoir héberger nos populations accréditées, qu'il s'agisse de médias, des organisateurs ou encore de sponsors. Ça se traduit aussi à travers un certain nombre d'appels d'offres. On a une quinzaine d'appels d'offres qui ont été lancés ou qui vont être lancés. Actuellement, on est en train de sécuriser l'ensemble des bateaux et des jet skis pour la compétition. On va lancer un appel d'offres là dans les 2 semaines qui viennent sur la sécurité privée. On en aura d'autres sur la logistique, la restauration et une quinzaine d'appels d'offres au total qui vont faire travailler les entreprises polynésiennes. Pour terminer très rapidement, le comité des Jeux Olympiques recherche aussi des bénévoles, 45 000 exactement, et les candidatures ouvriront en mars. Quelles sont les conditions pour les Polynésiens pour pouvoir postuler? Alors, on recherche pas simplement des bénévoles, aussi des bénévoles, mais on recherche aussi des salariés. Je crois que c'est très important aujourd'hui. Le comité d'organisation, on a un bureau à Papeete. On recrute localement des salariés polynésiens pour leur connaissance des sites, pour leur connaissance bien évidemment de la culture polynésienne. Et on a aussi un programme dit d'ambassadeurs sur lequel effectivement on va demander aux Polynésiens de pouvoir se mobiliser pour représenter la Polynésie et l'accueil effectivement de ces populations étrangères. Donc on va avoir des gens qui vont être volontaires sur le sport, des gens qui vont être volontaires sur l'accueil aux aéroports, sur l'hébergement, sur le transport, sur l'accréditation. Donc au total on estime à 300-350 ambassadeurs polynésiens qui accueilleront l'ensemble des délégations participantes aux Jeux. Merci beaucoup Barbara Martin-Senio pour toutes ces explications. Ce soir, nous allons reparler puisque nous vous rappelons que les épreuves de surf se dérouleront du 27 au 30 juillet. Et pour la première fois, Tahiti Awakens a été projeté à la Maison de la Culture hier soir. L'avant-première a fait salle comble, 52 minutes qui mêlent surf et culture polynésienne avec comme personnages principaux les meilleurs surfeurs et bodyboarders locaux tels que Matt Heidrolé, Mihimana Braille ou encore Kevin Bourez. La réalisatrice déclare être aussi fière que surprise. Léa Anne ne s'attendait pas à un tel engouement. On l'écoute, elle répond à Hubert Liao. Il y a eu un énorme engouement, donc je voyais les billets partir et comme c'est moi qui ai livré les billets la moitié, donc du coup, petit à petit, tout est parti, quoi, donc super contente. Je ne m'attendais pas à autant parce que en étant toute seule dans l'organisation, c'est vrai que non, je ne m'attendais pas à ça du tout. Mais on est là, c'est plein et on a sold out, donc je suis super contente que les gens aient envie de soutenir le projet et voir ce film, quoi. Direction Paris pour le représentant de la Polynésie au concours des voix des Outre-mer. Manar Imaruhi s'est envolé hier soir. Quelques jours avant la grande finale, le chanteur lyrique participera à des masterclass intensifs, à des répétitions et à des essayages de costumes pour préparer la soirée. Elle se tiendra le 4 février à l'Opéra Bastille. Manar Imaruhi est interrogé par Poihirit Oitit Arwamia. Un peu frustré parce que je quitte quand même mon Fénois, je quitte ma famille, je quitte les gens qui m'aiment et que j'aime fort. Et ça m'a peloté tout au long de ces dernières semaines parce que c'est une grande quand même préparation. La préparation psychologique et physique parce que je vais changer non seulement de pays, je vais changer de température et il y aura tous ces facteurs qui seront pris en compte. Et voilà, fort heureusement j'ai la foi et voilà, je laisse faire les choses. Enfin, un mot de football. Les Tahitiens ont été battus par les Calédoniens en demi-finale du championnat OFC U17. L'équipe s'est inclinée lors de la séance de tir au but par 3-2. Les Polynésiens n'iront donc pas au Pérou pour la Coupe du Monde. Le goal de la sélection tahitienne qui a été désigné homme du match est tout de même heureux d'être arrivé jusque-là. Écoutez.
C'était un très beau match de la part des deux équipes. On a vu que la Nouvelle-Calédonie était présente, nous aussi, mais ils ont été meilleurs que nous. Toute mon équipe était très contente, ça s'est vu. Et moi aussi, vraiment, j'étais content d'arrêter un penalty à l'OFC comme ça. Une qualification à la Coupe du Monde, c'est incroyable, vraiment. C'est la fin de ce journal. Voici l'information principale. Le Kamika a-t-il falsifié les témoignages pour détenir les îles Actéon? L'enquête se précise. Le père Joël Oméran, un bénévole du Kamika, et le notaire Philippe Clémencé ont été placés en garde à vue la semaine dernière. Ressortis libres, ils seront convoqués par un juge d'instruction en vue d'une mise en examen. Depuis juillet 2022, une information judiciaire est ouverte pour escroquerie aggravée, faux en écriture authentique et usage, fausse attestation et usage. À la une de Tahiti Info, demain, aider les voisins pour protéger la ZEE. Soirée documentaire sur la première ce soir avec d'abord le premier prix spécial du jury au FIFO 2021. Ce documentaire poignant montre à quel point le racisme et la discrimination sont encore d'actualité dans la société australienne. Le second rouvre un des plus grands scandales financiers de la 4e République et de l'Empire colonial. Et enfin, le dernier dévoile le passé narcotrafiquant de la France. Voilà, merci de votre fidélité, très belle nuit et à demain. On se quitte sur ces images de peinture réalisées par des artistes en herbe. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.